Les matins de France Culture. Jean Lémarie. Dans ce monde chaotique, que va devenir la puissance militaire américaine ? Question majeure à moins d'une semaine des élections aux États-Unis. Je vous passe les clichés sur l'Amérique, gendarme du monde. Mais que Kamala Harris ou Donald Trump entrent à la Maison-Blanche, eh bien cette question va se poser. Notre invité ce matin est un romancier américain, mais il est aussi un ancien soldat. Il s'interroge sans cesse sur les nouveaux équilibres mondiaux et sur les déséquilibres mondiaux également. Bonjour Elliot Ackerman. Hello, thank you so much for having me. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans à succès, traduits et parus en France aux éditions Gallmeister. On va citer En attendant d'Éden ou encore 2034 et 2054 que vous avez écrit avec l'amiral James Stavridis. Et avant cela, je le disais, vous vous êtes battu sous l'uniforme des États-Unis. Vous avez passé 8 ans dans le corps des Marines, avec notamment 5 missions en Afghanistan et en Irak. Dans vos romans, Elliot Ackerman, la guerre est omniprésente. Est-ce la guerre qui vous a fait écrire ? Eh bien, si on considère la guerre, elle est effectivement omniprésente dans mes romans, mais également dans la condition humaine. C'est probablement l'action la plus ancienne de l'histoire de l'humanité. En tant qu'écrivain, romancier, ce qui m'intéresse, c'est de parler de la condition humaine. Et donc, si je le fais, il faut bien parler de la guerre. Alors, en vous battant, qu'avez-vous compris du monde et de la condition humaine qui vous a amené ensuite à ces romans ? Bien, l'une des choses que la guerre vous fait, c'est que si vous comprenez un petit peu ce dont les êtres humains sont capables, le bien, mais également le mal, lorsque l'on voit la guerre qui vous ouvre un petit peu l'horizon sur ce que les êtres humains sont capables de faire, on est capable des pires horreurs et on les voit, enfin, pas en temps de guerre, mais on voit également les vertus extrêmes, l'amour, mais également le courage que j'ai vu de mes yeux pendant la guerre. Et pour moi, ce que l'expérience de la guerre m'a apporté, c'est m'ouvrir ainsi donc cette vue sur l'humanité, aussi bien le bien que le mal, et c'est quelque chose qui m'a travaillé depuis ce temps. Sur la condition humaine, et sur vous-même aussi, Elliot Ackerman, qu'avez-vous vu en vous, combattant ? Ce que j'ai pu apprendre de moi-même, c'est que le politique est également très personnel. Dans mes ouvrages, vous verrez que ce sont des livres politiques, pas didactiques, mais disons que les thèmes politiques très arrivent au niveau on va y très, revenir très tout à l'heure. personnel. Et donc, vous-même, votre expérience d'homme, puisque vous parliez de conditions humaines, d'homme au combat, quelle était-elle ? Ma propre expérience, effectivement. J'ai combattu en Irak, en Afghanistan, mais j'ai également... je travaille maintenant en tant que journaliste et j'ai couvert la guerre en Syrie et en Ukraine. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'on voit des choses récurrentes dans les situations de guerre. Comme je l'ai dit, la guerre, c'est une perte profonde, mais également quelque chose qui réveille ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, mais également dans la société, tout en éveillant les aspects sombres. Donc c'est un thème, on pourrait passer des années à Mais en en parler. vous, qu'a-t-elle éveillé précisément, qui peut donner ensuite une matière littéraire, une matière de fiction ? Chez vous, l'homme, Elliot Ackerman. Écoutez, je me suis dit que tôt ou tard, je pourrais écrire quelque chose, mais pendant que j'étais soldat, je n'ai rien écrit, pas un mot, mais j'ai toujours lu. Et puis, lorsque j'ai intégré les Marines, j'avais lu des bouquins quand j'étais jeune, à 16, 17 ans, des livres qui m'avaient beaucoup marqué, et c'était des livres qui avaient été écrits par la génération Vietnam.
Et lorsque je suis rentré de la guerre, j'éprouvais ce sentiment profond que j'avais découvert, que j'avais fait l'expérience de quelque chose et que j'étais un maillon dans la chaîne et que mes souvenirs étaient en quelque sorte sacrés et que tôt ou tard, il y aurait une version de moi-même, un jeune homme ou une jeune femme qui s'intéresserait à rejoindre l'armée et qui s'intéresserait à l'expérience vécue par la génération précédente. Il fallait bien que quelqu'un parle de cette expérience, de même que moi j'avais lu les expériences de mes prédécesseurs. Donc pour moi, c'était, si vous voulez, la première volonté d'écrire quelque chose pour raconter mon expérience. Et puis ensuite, j'ai voulu parler de l'expérience des autres et écrire plus largement sur ces thèmes. La guerre ressemble-t-elle à ce que vous en aviez lu dans les livres, dans les romans? Était-ce la même? C'est une excellente question. Il me semble que moi, ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, c'est que la guerre, c'est la scène des extrêmes. L'ennui extrême, bon, c'est un cliché, tout le monde le sait, on s'ennuie beaucoup, mais ensuite, il y a des moments de terreur extrême. Et alors, il y a ce dualisme qu'on retrouve dans la guerre. Si vous me demandiez, Elliot, quel a été le plus beau jour de ta vie? Et pour être franc, je vous dirais que probablement les plus beaux jours de ma vie, en tout cas, c'était des jours où j'étais un soldat à la guerre. Des choses dont mes camarades sont fiers, des choses qu'on a fait les uns pour les autres. Et puis les pires jours de ma vie, c'était également des jours de guerre. Et en fait, bien souvent, ces jours, c'était les mêmes. La terreur dont vous parlez, vous l'avez éprouvée? Mais oui, la terreur du combat, oui, le combat, c'est une chose terrifiante. C'est une chose terrifiante. Quand quelqu'un qui vous raconte qu'il n'a pas peur, c'est soit que c'est un menteur, soit un sociopathe. À quel moment, lors de quelle mission, l'avez-vous notamment ressenti? Écoutez, moi, pendant 8 ans, j'étais dans les forces armées. La bataille de Fallujah, c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ce mois, qui était la plus grosse bataille urbaine jamais livrée par les États-Unis depuis la guerre du Vietnam. J'étais à la tête d'un platoon. Des opérations spéciales en Afghanistan également. C'était des missions extrêmement dangereuses et pour chacune, évidemment, j'ai éprouvé cette peur extrême, mais qu'il faut surmonter. En tant que soldat américain, soldat des États-Unis, vous êtes-vous toujours senti à votre place dans ces guerres, y compris les guerres les plus contestées, et je pense notamment à la guerre d'Irak? J'avais une vingtaine d'années pendant ces guerres. J'étais conscient de la situation politique, mais j'estimais que ces guerres avaient lieu et parce qu'elles avaient lieu de mon vivant, la question était de savoir si j'allais servir ou non dans les forces armées. Et à l'époque, il me semblait que la décision morale juste, c'était d'aller effectivement me joindre aux forces armées de mon pays s'il y avait une guerre militaire. Mais en réalité, lorsque j'étais en Irak, et là vous pouvez interroger tous les Marines qui étaient avec moi, si on se demandait pourquoi êtes-vous là en ce moment, ils vous auraient pas dit c'est pour défendre la démocratie, c'était pour mes camarades, pour les opportunités, pour vous et moi, et c'était pas une vue politique, ou plutôt la vie politique devient très très personnelle. Si vous demandez pourquoi j'ai combattu, je vais pas vous répondre une réponse politique concernant l'agenda de George Bush. Je vous dirais que mon ami Adam ou Jordan, je suis toujours encore ami avec eux d'ailleurs, nous savons ce que nous avons fait ensemble à cette époque et c'est la raison pour laquelle nous combattions. Et aujourd'hui, avec le recul, 20 ans après, voyez-vous les choses de la même façon? Alors, concernant mon expérience, oui.
Par contre, je ne pense pas que la guerre d'Irak était une erreur politique. On n'aurait jamais dû envahir l'Irak. Les aspects politiques de la guerre en Afghanistan, l'échec, les erreurs américains. Bon, il y a eu des erreurs, mais il y a eu aussi des réussites. Mais ça, ce sont deux conversations distinctes. Parce que pour moi, c'est le fait d'être présent. C'était une décision très personnelle, très intime. Et ce n'est pas ce dont on parle dans l'actualité. Le soldat est devenu journaliste et écrivain. Et vous proposez ce qu'on pourrait appeler de la géopolitique fiction, aussi Elliot Ackerman. Dans 2034, vous imaginez un conflit majeur entre les États-Unis et la Chine, en particulier en mer de Chine. Où s'arrête la fiction et où commence la réalité ? C'est amusant parce qu'on me demande souvent vous avez été soldat dans un commando pendant des années et maintenant vous êtes devenu écrivain en train d'imaginer des romans. En fait, ça n'est pas si bizarre que ça comme transition parce que en tant que soldat, une grande partie de mes devoirs, c'était justement de me mettre dans la tête de mes adversaires, d'imaginer des choses. Et lorsque vous écrivez de la fiction, c'est un petit peu la même chose. On entre dans l'imaginaire de vos personnages. Et lorsque l'on écrit un bouquin, quand j'ai écrit 2034, que j'ai écrit avec l'amiral Stavridis, on essaye d'imaginer à quoi pourrait ressembler un futur conflit. Et là, il faut imaginer ce qui se passe dans la tête des personnages. Il y avait par exemple une amirale femme qui est un pilote américain, mais un soldat des opérations spéciales iraniennes, un amiral chinois. On essaie de s'imaginer à quoi pouvait ressembler un conflit dans ce cas-là. Et vous imaginez aussi ce que seraient des alliances. Une guerre où Pékin bénéficie du soutien, par exemple, de l'Iran et de la Russie. C'est une guerre mondiale, ça. Nous avons écrit ce livre en se disant que justement la meilleure façon d'éviter un tel conflit, une guerre, un conflit mondial, c'est de l'imaginer, c'est de l'anticiper. Et en l'anticipant, on peut l'éviter. Si l'on voit ce que sont les grands enjeux des 30, des 40 dernières années, en tout cas du point de vue américain, le 11 septembre, c'était un manque d'imagination. Même la pandémie, on ne l'avait pas imaginé, on n'avait pas anticipé une telle chose. Mais si on peut déjà imaginer une chose épouvantable, c'est peut-être le premier pas que l'on peut faire pour l'éviter. Et 2034, il n'y a pas un traître à la moustache caractérielle. Non, on a la perspective chinoise, iranienne, et le traître, c'est la guerre elle-même. Imaginer la guerre, pour vous, c'est travailler pour la paix. Oui, c'est ce que je pense. Bon, en attendant, l'actualité, puisque nous évoquons aussi l'actualité, c'est un monde inquiétant, un nouveau paysage qui se dessine ou se redessine. Un seul exemple, l'évolution de la guerre en Ukraine sur le sol européen. Et cette alliance que j'évoquais hier encore entre la Corée du Nord et la Russie, des soldats nord-coréens qui viennent soutenir les Russes, là, aux portes de l'Europe. Est-ce que vous pourriez l'écrire, cela, Elliot Ackerman ? En fait, j'en parle dans mon travail de journaliste. Je me suis souvent rendu en Ukraine, j'y étais encore le mois dernier. Et ce que l'on voit très clairement en Ukraine, vous avez parlé du contingent nord-coréen, mais vous avez également des drones iraniens qui sont présents sur le terrain depuis plus d'un an maintenant. Vous avez des nations extérieures qui rejettent les valeurs, occidentales. Ils veulent renverser l'ordre mondial sur le terrain de bataille. Et ce terrain, en l'occurrence, c'est l'Ukraine. On le disait, vous avez écrit 2034-2054 avec James Stavridis, ancien commandant de l'US Navy, ancien chef de l'OTAN en Europe également. Votre regard sur ce futur possible, est-ce un regard américain et pro-américain? Diriez-vous cela? Alors, je ne dirais pas que ce soit un regard
pro-américain à proprement parler. Comme vous l'avez dit, c'est le regard de quelqu'un qui veut plutôt promouvoir la paix et pour marquer également l'importance des alliances entre des nations qui partagent des valeurs communes. Évidemment, nous serons plus forts si nous sommes unis. Alors, j'ai des enfants en bas âge. J'espère que ce livre pourra leur permettre, à leur façon, d'éviter une guerre. Ça pourra servir à ça. Merci Elliott Ackerman, vous restez avec nous. On va se retrouver dans une vingtaine de minutes pour évoquer la puissance militaire américaine, plus largement, puissance réelle, politique, symbolique aussi, et son évolution alors qu'un nouveau président ou une nouvelle présidente va bientôt entrer à la Maison-Blanche. À tout à l'heure. Il est 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Jean Lémarie. Les États-Unis, puissance politique et puissance militaire. Cette puissance, que va-t-elle devenir alors que les conflits se multiplient dans le monde ? C'est la question que nous posons ce matin à moins d'une semaine de l'élection pour la Maison-Blanche. Avec nous toujours dans ce studio, Elliott Ackerman, le romancier américain de passage à Paris, romancier et ancien soldat, vous nous le racontiez tout à l'heure en évoquant l'Irak et l'Afghanistan. Vous avez publié notamment en France aux éditions Gallmeister 2034 et 2054. On commençait là aussi à parler de géopolitique fiction, on va peut-être y revenir. J'accueille également dans le studio de France Culture Martin Quincé, bonjour. Bonjour. Du German Marshall Fund of the United States, groupe de réflexion américain qui promeut notamment la relation transatlantique. Et vous êtes, vous aussi, spécialiste de la politique étrangère et militaire donc des États-Unis. Depuis 1945, Elliott Ackerman, cette puissance militaire a largement dessiné le paysage mondial. Est-ce qu'elle le dessine encore ? Dans une large mesure, les États-Unis sont encore l'une des grandes puissances militaires américaines. Mais enfin, ce qu'on constate depuis une dizaine d'années, c'est la montée de la Chine. Et on a une concurrence militaire presque au coude à coude qu'on n'a jamais vu depuis la guerre froide. C'est ça qui apporte à ces conflits tels que la guerre en Ukraine cet écho de cette période et comment cela se traduit en concurrence militaire maintenant. Un budget de presque 900 milliards de dollars. J'ai du mal à prononcer ces chiffres tellement ils sont importants. Toujours 1 300 000 de soldats actifs, 800 000 réservistes. Ça reste tout de même considérable, Martin Quincé. Et pourtant, certains parlent d'un affaiblissement, d'un rétrécissement de cette puissance militaire américaine. Que voyez-vous, vous ? Alors oui, les chiffres, en effet, sont considérables et les instruments de la puissance militaire américaine restent finalement dans une situation de suprématie au niveau mondial. Néanmoins, ce qu'on note, notamment depuis le début de l'administration Biden, c'est la difficulté des États-Unis à mobiliser cette puissance pour agir dans le monde, et notamment pour dissuader les adversaires des États-Unis d'agir contre les intérêts américains. Les États-Unis ne sont pas parvenus à dissuader les talibans de prendre violemment Kaboul dans une situation de chaos total à l'été 2021. À partir de novembre 2021, lorsque l'administration Biden a envoyé des messages très forts contre Vladimir Poutine pour le dissuader d'envahir l'Ukraine, ça n'a pas empêché la Russie. Et on l'a vu en 2023 que la politique américaine au Moyen-Orient et notamment vis-à-vis de l'Iran ne permet pas de dissuader, encore une fois, une sorte de chaos. Donc la mobilisation de cet instrument de puissance pour agir, c'est là où le doute se fait. Et par ailleurs, tout le monde suit très attentivement la politique américaine et note que des deux côtés, du côté démocrate comme du côté républicain, une certaine fatigue continue de peser. La mémoire de la guerre en Irak continue d'être un facteur important dans la manière dont on conçoit la puissance américaine. Et un certain nombre d'observateurs mettent en doute la capacité d'une prochaine administration, quelle qu'elle soit, à vraiment projeter sa puissance dans le monde. Allons plus loin, Elliott Ackerman, dans votre roman 2034, on voit les États-Unis défiés, concurrencés. Je l'évoquais tout à l'heure, et notamment en mer de Chine. Imaginez-vous les États-Unis battus un jour ?
On peut tout imaginer, bien sûr. Pour autant, ce qu'il faut quand même garder présent à l'esprit, c'est que l'on a parlé ici d'une situation post-1945, après la Deuxième Guerre mondiale, et on dit qu'il y a eu un siècle américain après la Deuxième Guerre mondiale, enfin 80 ans. C'est ce siècle qui a été créé par les deux guerres mondiales, les deux conflits précédents, guerres que les États-Unis n'avaient pas provoquées, mais auxquelles les États-Unis ont participé et qui ont permis d'y mettre un terme. Et les États-Unis ont bénéficié de la paix. Et ce qu'on dit maintenant, c'est que les Américains, au contraire, maintenant déclenchent des guerres, mais on ne sait pas comment y mettre un terme. Ou alors elles se terminent mal et ça affaiblit la position américaine. Deux scénarios pour la Maison-Blanche, Kamala Harris ou Donald Trump. Si c'est Kamala Harris, que fera l'armée américaine, que deviendra la puissance militaire américaine, Elliot Ackerman? À mon sens, si Kamala Harris l'emporte, il y aura un maintien du statu quo pour ce qui est notamment des conflits actuels en Ukraine ou le conflit à Gaza. Je pense que la vraie question, c'est de savoir ce qui se passera si Donald Trump l'emporte. Martin Cassé, que se passera-t-il si Donald Trump l'emporte? Alors, un des aspects intéressants de la possibilité d'une administration Trump, c'est la politisation d'un certain nombre d'agences publiques et notamment du corps militaire. Donald Trump a une relation assez particulière avec les officiers et les généraux qui ont participé à la première administration Trump. La plupart aujourd'hui se retournent contre lui. Il a néanmoins cet appétit pour garder autour de lui un certain nombre de figures militaires qu'il considère important pour sa propre crédibilité vis-à-vis de la population américaine. Et on peut imaginer qu'une nouvelle administration Trump sera une administration où Donald Trump voudra montrer qu'il a la force militaire derrière lui. Et donc, une augmentation, évidemment, encore du budget de la défense, peut-être un certain nombre de postes importants dans l'administration qui seraient pris par d'anciens généraux, et peut-être aussi une forme de purge d'un certain nombre de positions pour mettre au point clé des hommes plus loyaux aux yeux de Donald Trump. Est-ce que vous imaginez aussi ce scénario, Elliot Ackerman, vous qui connaissez très bien et de l'intérieur la défense américaine? Je rejoins tout à fait le souci exprimé ici par Martin. Quand on voit ce qu'est devenue la société américaine depuis une dizaine d'années, on voit que des administrations du gouvernement américain ont perdu la confiance du public américain. C'est le cas notamment de la Cour suprême, et le Congrès également. Mais il y a une institution qui a gardé le soutien de la population, c'est justement l'armée américaine. Mais ça, c'est parce que cette armée est considérée comme apolitique. Maintenant, si on commence à se dire que l'armée devient elle-même politisée, c'est dangereux. Et si l'on regarde l'histoire du pays, les États-Unis n'ont pas toujours eu une grande armée. Et les fondateurs de notre nation étaient très sceptiques quant à l'idée d'avoir une armée trop puissante, parce que les pères fondateurs, si je puis dire, se disaient que lorsque l'on a une grosse puissance militaire, cela pourrait menacer les institutions démocratiques. Et si l'on regarde l'histoire, si on regarde d'abord deux conditions, une grosse armée et un système politique dysfonctionnel depuis la Rome de César ou jusqu'au régime militaire actuel, c'est très mauvais pour la démocratie. C'est ce qui se passe un peu aux États-Unis maintenant. Donald Trump a promis en tout cas une révolution dans la politique militaire des États-Unis s'il revenait à la Maison-Blanche. Et il a notamment menacé de mettre un terme à l'aide à l'Ukraine. Vous avez peut-être en tête ces déclarations du début de l'année, qu'on va réécouter dans un instant. Menaces adressées aux autres membres de l'OTAN. C'était au mois de février. Donald Trump exigeait que tous les membres de l'OTAN payent davantage pour la défense. On l'écoute. One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay, you're delinquent,
He said, yes, let's say that happened. Un autre président m'a demandé si on ne paye pas davantage pour notre défense et si la Russie nous attaque, vous nous protégerez? Réponse de Trump, non, j'encouragerai les Russes à faire ce qu'ils veulent, vous devez payer vos dettes. Est-ce qu'il le ferait vraiment, Martin Quincé? Alors, le message de Donald Trump vis-à-vis des alliés européens est brutal et violent. Sur le fond, il n'est pas non plus en complète opposition avec ce qu'on entendait de la part d'autres présidents américains. En fait, depuis les années 50, depuis Eisenhower, les présidents américains sont frustrés du manque d'investissement européen dans la défense et considèrent qu'il n'est pas normal que la sécurité du continent européen dépende autant du militaire américain. Ce qui est intéressant dans le message de Donald Trump, c'est qu'il voit vraiment l'OTAN, et d'ailleurs il l'a noté dans un podcast il y a quelques jours, comme une forme d'alliance, d'un peu de mafia. C'est-à-dire qu'il s'agit... De mafia? Oui, il a utilisé l'idée d'une règle de la mafia, c'est-à-dire qu'il faut payer pour sa sécurité. Vous payez le chef de la mafia pour que votre magasin, votre boutique ne soit pas détruite. Et là, il utilise cette idée de mob rule, donc de cette règle de la mafia, qui puisse remplacer un peu les termes de la solidarité transatlantique. Je pense néanmoins que, quels que soient les résultats de l'élection, il faut s'attendre à ce que l'administration américaine demande davantage de la part des Européens. C'est vrai également pour une administration démocrate. Aujourd'hui, l'objectif est de dépenser jusqu'à 2% du PIB dans sa défense. Il est clair que Washington poussera pour qu'on puisse atteindre peut-être 2,5% dans les années à venir. Et puis il y a aussi les choix stratégiques. Elliott Ackerman, le prochain président ou la prochaine présidente, peut avoir tout simplement des priorités militaires différentes, effectivement, au Proche-Orient, en Asie. Que pèse l'Europe aujourd'hui pour les États-Unis dans les priorités militaires? L'Europe a quand même un poids dans les priorités militaires américaines et l'Ukraine en est la preuve. Les deux partis, démocrates ou républicains, mettront la pression sur l'Europe pour qu'elle augmente sa participation au budget de l'OTAN. Mais pour ce qui est de Donald Trump, il dit une chose, c'est un peu son contraire. D'un côté, il nous dit que je veux ouvrir une ère de paix pour éviter un troisième conflit mondial. Et puis, d'un autre côté, il insiste pour se retirer des alliances et rompre les liens de la défense à travers l'OTAN, qui sont là précisément pour éviter les guerres. Donc, il dit que s'il avait été président, Poutine n'aurait jamais envahi l'Ukraine, mais il dit que c'est parce que Poutine considère que je suis plus fort, mais peut-être, mais dans ce cas-là, mais sa façon d'exprimer la force, c'est pas de sortir des alliances, au contraire, c'est d'exprimer sa solidarité. Donc c'est un petit peu difficile de savoir ce qu'il ferait. Je ne pense pas qu'il le sache lui-même. Est-ce qu'on peut imaginer de toute façon un recentrage de cette puissance militaire, Martin Quincé, dans tous les cas de figure? Alors oui, parce que tout président arrive à la Maison-Blanche avec le même message, c'est-à-dire se recentrer sur le problème des Américains et finalement revenir au cœur des enjeux économiques et sociaux aux États-Unis. Puis les événements internationaux font que l'administration américaine est forcée souvent de se lancer dans de nouvelles aventures. Il ne faut pas oublier qu'en 2000, George Bush fait campagne principalement pour revenir sur les problèmes des vrais Américains. Il n'est pas du tout dans un grand projet néoconservateur d'envoyer des troupes changer le Moyen-Orient. Les événements changent la donne. De la même manière, en 2008, Barack Obama fait évidemment campagne contre la guerre en Irak. Finalement, on aura une opération en Libye, on aura à nouveau un retour des troupes en Irak contre Daesh. C'est un petit peu une forme de cycle pour tout président, et ça sera vrai probablement pour la personne qui sera à la Maison-Blanche en janvier prochain. Justement, Elliott Ackerman, concentrons-nous sur ce que perçoivent, sur ce qu'attendent ces électeurs américains, ceux qui vont voter la semaine prochaine, leur perception de la puissance militaire et du rôle militaire de leur pays. Quelle est-elle, cette perception aujourd'hui ? À mon sens, la plupart des Américains se disent que notre armée est la plus forte du monde,
est la plus à même de remporter les situations. Enfin, je veux dire qu'on la met un peu sur un piédestal. C'est pas nécessairement une bonne chose. Et ça n'a pas toujours été le cas. Lorsqu'il y avait un service militaire obligatoire, tout le monde faisait son service. Maintenant, c'est une armée de métier et c'est un sous-secteur de notre société. Quelle différence cela fait-il? Expliquez-nous. L'expérience militaire est séparée de la réalité du quotidien. La plupart des électeurs n'ont pas fait leur service et donc ils ne savent pas exactement ce qu'est ou ce dont est capable l'armée. Mais souvent, les électeurs ne savent même pas à quoi ressemble la guerre parce qu'au cours des dernières années, les États-Unis ont participé à la guerre, mais les civils n'ont pas été affectés. Mais s'il y a une guerre contre la Chine, par contre, tout le monde sera touché. Donc, vous voulez dire que ces dernières années, la guerre était en quelque sorte déréalisée, tenue à distance, c'est ça? Les guerres en Irak, en Afghanistan, c'était un petit peu la petite musique qui se passait derrière. Martin Cassé, vous vouliez réagir? Non, un point qui est tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit, c'est quand on regarde le nombre de représentants américains à la Chambre et au Sénat qui ont eux-mêmes une expérience militaire. Dans les années 60-70, plus de 75% des représentants américains au Sénat et à la Chambre étaient des vétérans. Ils avaient eux-mêmes vécu ce qu'était l'expérience militaire. Aujourd'hui, le Congrès actuel, c'est environ 17%. Donc on a vraiment un décalage, une forme de dissociation entre une partie de la population qui continue de vivre la guerre dans sa chair et le reste, et notamment les décideurs politiques, qui peuvent voir ça de manière beaucoup plus distante. Quel effet cela peut-il produire, cette distorsion-là? Alors, d'abord, il est évidemment plus facile probablement d'envoyer des troupes, d'utiliser l'instrument militaire lorsque l'on n'est pas directement personnellement impliqué. Mais par ailleurs, il y a une forme de mythologie autour du fait militaire qui brouille ce qui est véritablement l'expérience des hommes et des femmes qui participent à l'action militaire aux États-Unis. C'est assez commun, c'est la même chose d'ailleurs qu'on voit beaucoup en France, il y a des travaux sur la question. On peut imaginer que la population comprend moins bien l'expérience militaire et donc les choix de défense qui doivent être faits parce qu'elle est moins impliquée personnellement dans ses actions. Je voudrais vous livrer une citation attribuée à Mark Twain. La revue America la reprenait récemment. « Dieu a créé la guerre pour que les Américains apprennent la géographie ». Elliot Ackerman, si Mark Twain était encore vivant, pourrait-il le dire aujourd'hui? Absolument. Ça reste d'actualité. Votre prochain roman à paraître en France au mois de janvier chez Gallmeister, Alcyone, évoque encore la guerre, mais une guerre interne, une guerre fondatrice aussi. C'est la guerre de sécession. Où est la vraie guerre aujourd'hui dans cette Amérique divisée que nous découvrons, que nous redécouvrons reportage après reportage? Est-elle à l'extérieur, sur des terrains lointains, ou à l'intérieur des frontières? De ce roman, Alcyone parle de la guerre de sécession. C'est une guerre de récits, de narratifs concurrents. On a parlé ici, en temps de paix, des mensonges qui ont émaillé la campagne électorale. Et lorsqu'on vit en Amérique aujourd'hui, on voit, disons, deux réalités complètement différentes qui sont en conflit l'une avec l'autre. Et je ne crois pas que ça va changer de sitôt. Mais Donald Trump parle d'ennemis de l'intérieur, par exemple. Il utilise cette expression, l'imaginaire guerrier, l'imaginaire de l'invasion, l'imaginaire de la bataille. Il est là, mais sur le terrain politique intérieur. Lorsque Donald Trump parle de l'ennemi de l'intérieur, il parle des Américains qui ne voient pas les choses comme lui, qui n'ont pas la même vision de l'Amérique. Et ces visions, effectivement, se durcissent, ces positions se durcissent, et à mesure que l'élection est de plus en plus incertaine, je ne sais pas qui l'emportera la semaine prochaine, mais ce que je peux vous dire, c'est que le résultat sera serré, et celui ou celle qui l'emportera devra voir comment gouverner un pays où la moitié du pays estime que le président ou la présidente n'est pas légitime. Mais dans ce contexte et dans cette Amérique divisée, encore une fois, la perspective de guerres extérieures, de guerres fortes, de guerres importantes, celles que vous imaginez aussi dans vos romans, est-ce un facteur de division ou d'unité précisément pour le peuple américain?
On parle beaucoup de sûreté de l'État, de la sécurité nationale en ce moment. Et il faut bien se dire que la grande menace sur la sécurité américaine, c'est effectivement nos propres dysfonctionnements intérieurs. Et que par le passé, lorsque les États-Unis étaient unis, ils pouvaient projeter une réelle puissance. Donc, si l'on peut s'unir, on peut faire face à tout, mais la vraie question est de s'unir. Martin Quinçay. Le sujet finalement de politique étrangère et de politique de défense n'est pas préservé de la polarisation politique aux États-Unis. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de dossiers où un consensus émerge, même sur la Chine, où on voit en effet que du côté démocrate comme du côté républicain, la priorité est donnée à la compétition avec la Chine. La politique vis-à-vis de la Chine diffère dans les deux cas. Sur l'Ukraine, très clairement, il y a deux visions de ce que doit être l'aide américaine envers l'Ukraine. Sur Israël, il y a également deux récits de ce que doit être la politique américaine. Donc, les points de consensus qui permettaient une certaine stabilité, une certaine aussi visibilité sur le long terme sont en train de se perdre et la polarisation politique touche l'ensemble des dossiers de politique étrangère. Et cette polarisation devrait perdurer après l'élection, quel que soit le président ou la présidente élue ? Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer que les facteurs un peu structurels qui alimentent la polarisation, notamment les différences d'espace informationnel qui font que nous existons dans des réalités parfois très différentes selon la manière dont on obtient nos informations, ces facteurs-là ne vont pas disparaître après le 5 novembre. Et donc, la question de la polarisation restera centrale aux États-Unis. Un mot vous semble important, Elliot Ackerman, et j'aimerais qu'on finisse notre entretien là-dessus, c'est le mot compromis. Pourquoi ? Eh bien parce que toute l'expérience américaine, et là cela s'appliquerait à n'importe quelle société démocratique, elle s'appuie sur l'idée de compromis. L'idée étant qu'on peut obtenir une partie de ce que l'on veut, mais pas tout. Et c'est ce que l'on fait en tant qu'adulte. On comprend qu'on ne peut pas tout avoir. Il n'y a que les enfants qui s'imaginent qu'ils pourront toujours avoir tout ce qu'ils veulent tout le temps. Alors, le compromis n'est pas une chose facile, ni aux États-Unis, ni pour n'importe quelle démocratie. C'est la seule façon d'arriver à avoir une politique intérieure qui soit efficace, mais aussi une politique internationale qui le soit aussi. Merci Elliot Ackerman, merci aussi à Robert Wolfenstein qui traduisait vos propos ce matin. Vos romans passés et à venir aux éditions Gallmeister, je le disais tout à l'heure. Merci à vous également, Martin Quinçay du German Marshall Fund of the United States. Tout cet échange à retrouver évidemment sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr.